Salut, Christian. Salut, salut. On va attendre quelques instants. Est-ce que tout le monde nous entend? Bon. Super. OK. Ensuite, tu es capable de faire ta présentation, ton PowerPoint, Christian? Je vais essayer rapidement de si je peux partager mon écran. OK. Donc, ça me dit que le host doit me permettre de le faire. OK. On va aller voir c'est où. Attends une minute. Hein. Salut, Jean. Salut. OK. OK. We'll start soon. Don't worry. On va commencer bientôt. Allô, allô? On a quelques settings à arranger. Salut, messieurs. Bonjour, Jean. Il y a quelqu'un qui peut me dire comment on fait pour partager les écrans sur Zoom? Moi, j'ai cliqué sur le lien, puis tu es arrivé là. Ouais, c'est parce que. Au bout de tout le monde, là. Okay. Patrick, je pense comme host, tu dois avoir un bouton d'option en bas. C'est ça, je le cherche, là. Moi, c'est sur mon téléphone, là. OK. C'est que ça serait peut-être sur Réunion, peut-être. Ouais, partager l'écran. C'est donc, hein? Non, je ne peux toujours pas, mais tu devrais avoir quelque chose qui dit que permettre aux autres usagers de partager leur écran. Ou... Là. Et c'est ça. Oui. C'est ça. Ah. OK, Warren Wolanski. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Bon, je vais l'arrêter pour l'instant, mais ça va. Donc, ça fonctionne. OK, ça fonctionne. OK. Il y a encore des gens qui rentrent, là. Moi, tu ne peux pas me voir, Patrick. Tu m'entends-tu? Moi, je t'entends. OK, cool. Je sais que vous êtes là parce que c'est moi qui est le hôte. I'm the host, so I Bon. see you there. Salut, Jacques. Salut, messieurs. Salut, Chris. Bonjour, Alain. Long time no see. En effet. Hein? Jack Anderson a de la misère à se connecter, ça a l'air. Bon. Hey, voilà. Hi, Frank. How are you? Yeah, I'm fine, thank you. Well, welcome to the Sabre Quebec meeting. It's going to be in French for those of you who speak English, but Christian will translate once in a while, so you'll understand everything he'll be saying. Not a problem. Thank you much. Crash course in French, guys. Yeah. Well, this is the Sabre Quebec chapter, so you got to expect us to speak French. Peux-tu commencer, Christian? You want to begin? Quand vous êtes prêts. Okay, let me say a few words first. Okay, thank you for coming to the meeting. This is our first experience with a Zoom meeting like that, so please bear with us. Hopefully everything will go fine. Christian is more able with this than we are. So Christian, if you will. Sure. First, I'd just like to say, well, this COVID-19, le COVID-19 a été un peu
bouleverser un peu tous, mais pour ce qui est de faire une présentation, pour moi, ça me donne un avantage. Quand vous faites des rencontres au Québec, puis à 1000 km, là, on est tous égaux. Je peux présenter dans votre salon, on est tous à distance. Donc, usually, I'm 1,000 kilometers away from Quebec, so it's tough for me to attend the Sabre Quebec meetings. But now, I mean, COVID-19 has put us all equal in our living rooms, connecting virtually. So it's a great opportunity. So je vais partager mon écran. Bon. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Charlie Culver. C'est une découverte que j'ai faite à l'automne passé. Donc, c'est un joueur afro-américain qui a disputé 6 parties dans la Ligue de classe B à Montréal, la Eastern Canada League. Et donc, je vais vous parler un peu de sa carrière, de son séjour, comment il s'est retrouvé là. So, last fall, I discovered that Charlie Culver, who had Afro-American, played 6 games in the Eastern Canada League in 1922. It's a Class B league. It was a fact that was not known before. So I'm going to talk about his experience in the league and also his career. And he spent basically all his life in Montreal. So I'm going to describe his career. Donc, au menu, donc, évidemment, le principal fait d'armes, c'est ces 6 matchs qui ont été disputés dans la Ligue canadienne de l'Est en 1922. Mais il y a une carrière de plus de 40 ans, donc à peu près 35 au Québec, comme joueur environ jusqu'en 1945, ensuite comme gérant jusqu'en 1957. Puis bon, il y a une partie de la recherche que j'ai faite qui est un peu plus personnelle, généalogique. Et on a d'ailleurs une de ses descendantes, Judy Wang, qui est avec nous. Donc, je vais en discuter aussi. So, of course, the main attraction is the 6 games that he played in the Eastern Canada League in 1922. We're going to talk about his 40-year career. 35 of those were in Quebec as a player up until 1945, and then as a manager until 1957. I'm going to talk also about his personal life, and we have today one of his descendants, Jody Culver, Jody Wang, which is with us. So I'll talk a bit also about this aspect of his life. Donc, la première apparition répertoriée de Culver à Montréal date de septembre 1919 en visite avec une équipe qu'on appelle les Red Sox de la Havane, dirigée par Pop Watkins, qui est un personnage assez important de cette époque des Negro Leagues. En fait, cette époque-là, c'est avant la création officielle des Negro Leagues. Donc, on avait des équipes ambulantes, surtout de joueurs noirs. Les Red Sox de la Havane n'ont rien, ils n'ont aucun lien avec Cuba. Donc, c'est vraiment une gimmick de marketing pour attirer des gens. Donc, il va être en visite ici en 1919, va revenir avec l'équipe l'année suivante, au début 1920. Et là, il va signer un contrat pour jouer avec l'équipe du Saint-Henri de Montréal dans une ligue semi-pro qui s'appelle la Ligue de la Cité. Donc, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on est entre les 2 époques de la Ligue internationale. Donc, il n'y a pas de baseball professionnel à Montréal. Il n'y a que des ligues semi-pro. Et donc, c'est dans cette ligue-là que Charlie Culver va signer pour la première fois en 1920. Et là, au début, il va jouer un peu pour les deux. Là, par exemple, à ses tout débuts, en mai, 22-23 mai 1920, le samedi, il va lancer un match complet pour les Red Sox de la Havane. Et le lendemain, il va jouer pour le Saint-Henri. Le match va se rendre jusqu'en 20e manche et il va lancer les 20 manches de ce match-là aussi. Donc, ça y fait 27 manches en 2 jours. Et ça va être un peu ce qu'on va voir là, dans cette époque-là, qui a vraiment un bras de caoutchouc. Il va être un des meilleurs joueurs de la Ligue de la Cité là, en 1920-1921. Je vais résumer brièvement en anglais. Donc, so in English, the first time that we see Culver's name associated with Montreal is in September 1919. He's in visit with the Havana Red Sox. So that's a traveling Negro team. No link at all with Cuba. That's a marketing gimmick to attract people. He's going to come back in early 1920. And then he's going to sign a contract to play in semi-pro league in Montreal for the Saint-Henri team.
So this is right in between the two eras for the Montreal Royals of the International League. So in that period, there's no professional baseball in Montreal. So just as an example that we have there, he's going to throw a complete game for the Havana Red Sox on the Saturday, May 22. And then on May 23rd, he's going to pitch 20 innings for the Saint-Henri. So 27 innings in the same weekend. He's going to be one of the top players in that league in 1920, 1921. Ensuite, en 1922, là, il n'y a pas vraiment de ligue provinciale ou rien que ça, mais là, Saint-Hyacinthe décide qu'ils veulent avoir la meilleure équipe de la province et ils vont signer les meilleurs joueurs disponibles. Et ça inclut Charlie Culver. Donc, j'ai une photo ici là, qui date de début mars 1922. Donc, on voit, c'est les frères Flibot qui sont à la tête de cette équipe-là. Et donc, Charlie Culver et Franklin Wallace, un autre joueur pour lequel je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais ils vont signer aussi plein d'autres joueurs. Là, les plus importants joueurs de la province vont signer avec Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, Patrick me disait que Saint-Hyacinthe a tellement dépensé d'argent cette année-là qu'ils n'ont pas pu avoir d'équipe en 1923. Là, ils avaient complètement tout dépensé leur argent. So, in early 1922, outside of Montreal in Saint-Hyacinthe, the team decided that they wanted to have the best team in the province, and they went in and signed some of the top players, including Charlie Culver, for the 1922 season. So that's a picture early March. So they have their winter coats. So you have Charlie Culver, the owners of the team, and then there's Franklin Wallace, which is another African-American player that was also hanging around in Montreal at that time. Donc, par contre, ce qui se passe à la même époque, donc il vient de signer au début mars, c'est qu'à la fin mars, il y a une ligue professionnelle qui est créée au Québec, un circuit de classe B, créé par Joe Page, évidemment. Là, Joe Page qui est relié à tout ce qui est baseball à cette époque-là. Et donc, ça va être mis sur pied à la fin mars pour une ouverture prévue le 11 mai, avec des équipes à Montréal, Valleyfield, Trois-Rivières et Ottawa. Et on prévoit une saison là, d'environ 125 matchs. Donc, ça se crée à vraiment la dernière minute, mais on a l'affiliation à la National Association of Professional Baseball League et donc un circuit qui va faire partie du baseball organisé, classe B. So, just after Charlie has signed with Saint-Hyacinthe, there's this new league that is being created by Joe Page, the Eastern Canada League. So that came out very late. It got kind of the start at the end of March for an opening day on May 11. Teams in Montreal, Valleyfield, Three Rivers, and Ottawa were in a season of about 125 games. So much more than for the Semi-Pro League, which was basically playing only on the weekends. This is officially recognized by the National Association of Professional Baseball League, and that's a Class B league. Donc, on peut même passer à un autre niveau avec cette ligue-là. Donc, là, ça vient d'être créé fin mars, début avril. On a un mois pour trouver des joueurs. Et essentiellement, ce que les équipes vont faire, c'est qu'ils vont se ruer sur les joueurs locaux initialement. Plus tard dans la saison et dans les années suivantes, il y a des joueurs, un peu plus de joueurs américains qui vont venir. Mais au tout début, là, vraiment, on veut absolument se trouver assez de joueurs pour avoir une équipe dans un délai court, donc on y va avec les joueurs locaux. Donc à Montréal, on va signer Larry Carmel, Frank et Joe Delisle, Ed Singer, des joueurs locaux. À Valleyfield, on y va avec Oscar Major, Ray Cutter, Ed Wingo, qui a joué dans les majeurs quelques années plus tôt, Hubert Rose, Chief Saint-Denis. À Trois-Rivières, on y va avec Billy Hines, Paddy Grenier, Rodolphe Bethes. Donc surtout des joueurs locaux et on va construire ensuite, on va rajouter des joueurs américains à tout ça. Et bien sûr, on veut aller chercher les meilleurs joueurs locaux, mais ça va inclure Charlie Culver qui va être signé le 26 avril. Donc, je vais juste revenir pour le faire en anglais. Donc, so with this late start, the teams are going to go first with the local stars. So eventually, a few weeks and months later, and especially the following years, they'll go more after American players and so on to fill this team. But at the onset of that league, they need to find players. They're going to go first with the local players. So you have a list of players, Montreal, Valleyfield, Trois-Rivières. I'll go with local guys first, and they're going to complement those with American players. And of course, if they're all going to go after the best players,
Charlie Culver is going to be in that list, and his signing is announced by the Montreal team on April 26. Donc ça, c'est une photo qui est dans la presse, et ce qu'on peut voir, c'est qu'on mentionne dans la légende qu'il a brisé son contrat avec le Saint-Hyacinthe afin de pouvoir jouer avec le Club Montréal. Ça va être plus compliqué que ça. So in the caption of the picture, it says that Charlie broke his contract with Saint-Hyacinthe to play in the Eastern Canada League. It's going to be more complicated than that. Donc, évidemment, il y a la question de savoir si Charlie Culver peut jouer dans une ligue de classe B du baseball organisé. Donc, il n'y a pas eu d'Afro-Américains dans la Ligue majeure depuis 1884. Ils sont bannis par le Gentleman Agreement. Dans tout le baseball organisé, il n'y en a pas eu non plus depuis 1890 essentiellement. Il y a quelques exceptions. Par exemple, Jimmy Claxton, que j'ai une photo ici avec les Hawks d'Oakland de 1916. Lui s'était fait passer pour un autochtone. Et après 2 matchs, ça a été retrouvé. Il a été renvoyé. Il y a aussi, en particulier, les Reds et les Sénateurs qui vont signer plusieurs joueurs cubains à la peau pâle, qu'on va essentiellement dire qui sont purs hispaniques. Mais à part de ça, essentiellement, les Afro-Américains sont bannis du baseball. Donc, ce n'est pas clair que Charlie Culver peut jouer dans cette ligue-là. So, of course, it's not clear if Charlie Culver can play in the Eastern Canada League since it's affiliated to organized baseball, and they've been African Americans have been banned from major leagues since 1884 and essentially banned from organized baseball since 1890. There's a few exceptions. We have a picture here of Jimmy Claxton that pitched for the Oakland Oaks in 1916. He pretended to be a Native American. After a couple of games, he was basically thrown out when it was found that it was not true. There's also some Cubans that were signed by the Reds and the Senators that were branded as being pure Hispanics and were allowed to play. But basically, no African Americans branded as African American was allowed to play in organized baseball at that time, of course. Donc, il y a eu des réactions assez immédiates à la signature de Culver dans les ligues, avec la Eastern Canada League. Donc, j'en ai 2 ici. Je vais commencer avec celle de droite. Donc, c'est un article qui est publié par le club de baseball de Saint-Hyacinthe qui dit essentiellement, nous, on a signé Culver, là, il s'en vient avec nous. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire l'autre ligue, là, mais il faut qu'il respecte le contrat qu'il a signé avec nous. Donc, ça, c'est le premier aspect. Il n'y a pas vraiment de discussion raciale dans ce texte-là. Dans celui de gauche, là, c'est plus intéressant. C'est un texte qui est signé par un groupe d'amateurs de baseball, mais assez clairement, c'est les dirigeants de la Ligue de la Cité, la Ligue semi-pro, qui se font voler tous leurs joueurs. Et là, on est plutôt critique à cet endroit-là et je sens qu'on veut plutôt mettre un doute dans la réputation de cette nouvelle ligue-là et un doute à savoir s'ils sont vraiment affiliés au baseball organisé en disant, clairement, le baseball affilié n'accepte pas les joueurs afro-américains. Ils viennent de signer Culver. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ils ne peuvent pas être une ligue dans le baseball organisé puis signer Culver. Donc, d'après nous, ce n'est pas vraiment une vraie ligue. Ils sont en train de nous passer un sapin. Faites attention avec cette ligue-là. Donc, ils vont critiquer la ligue en disant aussi qu'ils veulent détruire la Ligue de la Cité, mais qu'ils ne sont peut-être pas si... la réputation n'est peut-être pas à faire. Il faut se rappeler qu'en 1922, l'information est peut-être plus facile à manipuler. Donc, une ligue peut prétendre être dans le baseball organisé sans vraiment l'être. Donc, là, c'est là-dessus qu'on joue en essayant de remettre ça en doute. So, as soon as Culver was signed, there were reaction in the newspapers. There are 2 here. The one on the right is from the Saint-Hyacinthe team that basically just says, well, we already signed Culver to a contract. He cannot play for the Eastern Canada League. He's going to play with us. The one on the left is probably more interesting. It's signed by a group of baseball fans
but it's clearly coming from the organizers or of the City League, the Semi-Pro League in Montreal, that's losing all of their players to this new professional league. So they're trying to raise doubts here about the league, the new league, by saying, well, they claim to be in organized baseball, but we all know that African Americans cannot play in organized baseball, so that doesn't work. So clearly they're lying to us. So this is not a league that's affiliated to organized baseball. So they're trying to, and of course they're saying it's also going to destroy our league and so on, but clearly they're trying to damage the reputation of that new league by saying, well, that doesn't work, right? If you're saying this guy, that's something is not correct with this. And then we can think back in 1922, information is not flowing as well as now, and you could imagine that a league could just claim to be part of organized baseball, even if it's not. So raising a doubt here might be easier than what it would be today. Donc, malgré tout, on va continuer avec l'expérience de Charlie Culver. Et ce qui est intéressant, c'est que Joe Page, pour bien démarrer sa ligue, va organiser en 1922 une série de visites d'équipes des ligues majeures ou je pense que aussi les Maple Leafs de Toronto vont venir en ville. Donc, on va... La première visite, c'est à la fin avril, les Braves de Boston qui sont en visite et qui vont jouer contre l'équipe de Montréal de Charlie Culver. Et Culver va jouer à l'arrêt-court dans ce match-là. Il va frapper 3e. Donc, clairement, on n'essaye pas de le cacher. Il va frapper, il va être 2 en 4 dans ce match-là. Il va frapper un double face à Jigger Lansing, qui est lanceur des Braves. Le match va avoir une petite mention dans le Boston Globe, mais clairement, il n'y a pas de journaliste qui est présent. C'est seulement quelques lignes. Son double, on va plutôt le donner à son coéquipier de Lille, mais il n'y a pas de mention d'un joueur noir ou rien. Il n'y a pas rien de spécial de mentionner là-dessus. Évidemment, dans la presse montréalaise, on ne cache pas le rôle de Culver dans le match. So, even with the criticism in the newspapers, the Culver experience is going to last, and he's going to play first an exhibition game against the Boston Braves. So to launch the league properly, Joe Page has used his connections to bring a few major league teams during the 1922 seasons, and the Boston Braves are the first to come in even before the start of the season. And Culver is going to play shortstop in that game, and that third in the lineup is going to go 2 for 4 with a double against Jigger Lansing, which is one of the regular players on the team. The news is going to be picked up by the Boston Globe. There's a short blurb about the game in the Boston Globe, but no mention of Culver or a black player or anything like that. And actually, the double is going to be given to DeLille in the short blurb that they're talking about from that game. Donc, Culver va être de l'alignement partant pour le match d'ouverture. Donc, on va débuter le 11 mai devant 3000 spectateurs environ au Park Atwater contre Ottawa. Donc, là-dessus, je pense que Patrick est plus un expert que moi, mais l'équipe va jouer à la fois, va se déplacer entre le Park Atwater et le Parc Shamrock pour les matchs locaux. Ce match en particulier va être au Park Atwater. Et là, dans ce match-là, Culver va être le lanceur partant. Il va donner 2 points sur 7 coups sûrs, 1 but sur balle. Il va retirer 10 frappeurs au bâton. Et en plus, il va frapper un double, un circuit et 3 points produits. Donc, clairement, il va être le joueur dominant de ce match-là dans un gain de 7-2. Le lendemain, il va jouer au champ droit. Un seul coup sûr, mais c'est un circuit qui va créer l'égalité 2-2 en 8e manche. Et finalement, son équipe va l'emporter 3-2 en 9e. Donc, et évidemment, on ne le cache pas, on en mentionne. Il y a une photo de lui dans les journaux. Ici, on voit l'article de la presse où son nom est mentionné dans la manchette. So he's going to play on the opening day, May 11, in front of about 3,000 spectators at Parc Atwater in Montreal versus the Ottawa team. He's going to be the starting pitcher in that game. He's going to give up 2 runs on 7 hits, 1 walk, and he's going to strike out 10 batters.
He's at the plate. He's going to hit a double and also a home run, and he's going to collect 3 RBIs. His team is going to win 7-2. And the next day, he's going to move to right field, and only 1 hit, but it's a big one. He hits another home run to tie the game at 2 in the 8th inning, and the team is going to win 3-2 in the 9th. So he's not hidden anywhere. He's mentioned like in the obviously the star of that first game. He's in the headline for the recap of that game in La Presse the next day. Ensuite, donc, il va jouer quelques autres matchs. Donc, le 13 mai, on complète la série contre Ottawa. Il va être 1-2 avec un point compté. Ensuite, l'équipe va recevoir Valleyfield. Il ne jouera pas le 14 mai. Probablement parce que le 15 mai, c'est lui qui est le lanceur partant. Donc, dans ce match-là, ça va aller un peu moins bien. Son équipe lui donne une bonne avance au début du match. Donc, peut-être qu'il va se relâcher un petit peu. Il va donner 5 points sur 11 coups sûrs, 1 but sur balle. Il va retirer 3 frappeurs sur des prises. Au bâton, il est 0-2 avec un point compté, mais il va remporter la victoire. Et ensuite, le 16 mai, pour compléter la série contre Valleyfield, il va être 1-3 avec un double et 3 points comptés. So, finishing the series versus the Ottawa team on May 13th, he's going to go 1-for-2 with a 1-run score. Doesn't play on the May 14th versus Valleyfield in Montreal also, but probably because the next day is the starting pitcher, and on that day, slightly less dominant than the first game, so he's going to give 5 runs on 11 hits, 1 walk and 3 strikeouts. But his team gives him a huge lead, so he still is the winning pitcher in that game. And he goes 0-for-2 at the plate with run scored. And on May 16 versus Valleyfield, he's 1-for-3 with a double and 3 runs scored. So performing pretty well. Donc il joue plutôt bien. Cette première semaine-là, ça va plutôt bien. Mais c'est terminé. Donc Culver va disparaître complètement de l'alignement de l'équipe de Montréal par la suite, sans qu'il y ait trop d'explications. Donc, à cette époque-là, les journaux vont surtout parler du match de la veille, peut-être quelques lignes sur les nouveaux joueurs sans plus. Mais ici, il n'y a pas beaucoup d'explications. Quelques jours plus tard, le journal de Trois-Rivières qui va dire il s'est rapporté à Saint-Hyacinthe et c'est avec eux qu'on va le retrouver pour le reste de la saison. Donc, c'est la fin pour Culver déjà dans la Eastern Canada League. Donc, au bâton, c'est cette cycle finale. Donc, c'est 6-19, 2 doubles, 2 circuits, 7 points produits. Et au monticule, donc 2 victoires, aucune défaite, 7 points loués en 18 manches sur 18 coups sûrs avec 13 retraits au bâton. Donc, il n'a pas été renvoyé parce qu'il jouait mal. Hein, c'est des bonnes performances. Mais donc, ça semble être parce qu'il avait signé son contrat avec Saint-Hyacinthe. Quoi qu'on peut se poser la question s'il n'y a pas l'aspect racial qui vient jouer là-dessus. Le problème n'est probablement pas avec les spectateurs de Montréal. Il n'y a absolument aucune mention que ça a causé quelque commotion que ce soit à Montréal, mais on peut s'attendre peut-être que le National Association of Professional Baseball League n'était soit pas au courant de ce qui se passait ou pas nécessairement d'accord ou, disons, mal à l'aise avec cette situation-là. Donc, est-ce qu'on a recommandé à Culver d'aller jouer à Saint-Hyacinthe, de ne pas se battre pour briser son contrat? Malheureusement, ici, je n'ai pas plus de détails. So after these games, basically, Culver disappears from the lineup from the Montreal team. A few days later, there's a mention in a Three Rivers newspaper that he returned to Saint-Hyacinthe to start the season with them. And this is actually where we're going to find him for the rest of the 1922 season. So that closes the book on his presence in organized baseball. With the Eastern Canada League, it was at the plate 6 for 19 with 2 doubles, 2 home runs, and 7 RBIs. And at the plate, on the mound, he was 2-0 with 7 runs allowed in 18 innings with 13 strikeouts. So clearly he did quite well. So it doesn't seem to be performance related. It could be simply that he had another contract signed with Saint-Hyacinthe and decided to go there. But we can imagine that there might be like a racial aspect to this story, since I can't imagine that the National Association of Professional Baseball League was at ease with
the presence of Culver in the league if they knew about it, because, well, I mean, it would have created quite a precedent and changed the way that the teams operated in their leagues. So was there pressure to kick him out of the team? Did the Montreal team just say, well, you know, there's an uncertain maybe lawsuit from the Saint-Hyacinthe team. Maybe we're going to have trouble with the National Association. They might as well just go to Saint-Hyacinthe and forget about this. I mean, that would be my guess, but it's not clear exactly what happened there, unfortunately, how he ended up leaving the Montreal team. Donc, c'est la fin de sa carrière dans le baseball organisé, mais il va avoir une très longue carrière pour l'essentiel au Québec. Donc, de 1920 à 1930, il va rester un joueur élite au Québec, dans les différentes ligues semi-pro. Donc, une période plus active, dans 1931-1933, il y a des problèmes personnels sur lesquels je vais revenir. De 1934 à 1946, il y a une deuxième phase de sa carrière. Il va devenir un peu le mentor, le joueur gérant. Des fois dans les ligues, descendre un petit peu le niveau, là, mais il va être rendu dans la quarantaine et dans la cinquantaine. Puis, de 1948 à 1957, il va être gérant du Ville-Marie dans la Ligue Montréal Royale Junior. Et donc, ça va être la fin essentiellement de sa carrière. So, even though that is going to close the book on his career in organized baseball, he's not done. He's going to play, I mean, for the rest of the 1920s, he's going to be one of the top players in the various semi-pro leagues in Quebec. Quite inactive from 31 to 33. There's some personal issues that I'm going to come back on a bit later. Then a second act of his career from 1934 to 1946, where he's going to come back as a mentor, as a player manager in various leagues, a bit lower levels than before. And then from the 1948 to 1957, he's going to become a manager of the Ville-Marie Club in the Montreal Royal Junior League, and he's going to be quite successful there. That's going to be the full story of his career. Donc, dans les années 20, donc on va le retrouver un peu partout avec des très bonnes équipes, un peu partout au Québec. Donc, avec le Saint-Jérôme en 1923-24, Hochelaga 25-26, Annecy, et puis dans une première version de la Ligue provinciale à la fin des années 20. Donc, à cette époque-là, il va jouer des positions importantes en défensive. Donc, quand il n'est pas lanceur, il va être arrêt-court, voltigeur de centre. On peut qualifier aussi un peu de mercenaire. Donc, il va jouer essentiellement du début du printemps à la fin de l'automne. Il va être engagé à la fin de la saison par des plus petits clubs là, qui ont besoin de lui pour régler une rivalité régionale. Donc, par exemple, en octobre 1924, il va signer pour aller jouer un match avec Nicolet pour battre leur voisin de Sorel. Il va obtenir 14 retros bâtons au monticule, frapper un grand chelem et il va permettre à Nicolet de l'emporter 14-0. Donc, il va être en demande essentiellement là, de la fonte des neiges jusqu'à la fin complètement de l'automne. Donc, le bras de caoutchouc aussi. Donc, dans la Ligue provinciale de 1929, il va par exemple lancer un double dans la même journée, donner seulement 2 points dans les 2 matchs, 4-7 au bâton. Donc, c'est un joueur qui va être encore dominant toute la décennie. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de statistiques qui ont survécu de cette époque-là. Une rare exception, c'est donc on a une statistique de presque fin de saison en 1929 dans la Ligue provinciale et à ce moment-là, il y a une fiche de 7-1 au monticule. Donc, il a commencé avec Cap-de-la-Madeleine. Le Cap-de-la-Madeleine n'a pas survécu à la saison, donc il a fini avec une équipe de Montréal. Donc, les statistiques sont un peu perdues en chemin, mais donc, un très bon joueur à cette époque-là. Ce qui est aussi particulier, sorry, I'm going to do it in English. So in the 1920s, he's going to be one of the top players in the semi-pro leagues around the province. He's going to stay in Quebec all that decade. So always playing some important defensive positions. When he's not pitching, he's going to be shortstop or center field. He's also in demand from early spring to late fall. For example, in 1924, after his regular season with Saint-Jérôme, he's going to end up with Nicolet that hires him for 1 game to beat the regional rivals in Sorel.
He comes in, strikes out 14 batters, and hits a grand slam to lead the team to a 14-0 win. So he's definitely everybody's willing to pay him to settle a regional rivalry in that period. Not much stats have survived from this era. I did find some stats from the early version of the Provincial League in 1929. On the mound, he was 7-1 in close to the end of the season. So he's still one of the dominant players in that era. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette époque-là, il y a Chappie Johnson, qui est un promoteur afro-américain, qui va commanditer des équipes au Québec dans cette période-là, à partir de la fin des années 20. Et ça va se rendre jusqu'aux Panthères Noires, qui font partie de la Ligue provinciale en 1936 et 1937. Et donc, 1931-1933, Calvert n'est pas vraiment actif. Il va revenir avec l'équipe de Chappie Johnson en 1934 et celui-ci va lui donner le poste de gérant avec les Panthères Noires quand ils vont se joindre à la Ligue provinciale en 1936. Calvert ne restera pas longtemps, seulement quelques mois avec les Panthères Noires. Il va rapidement passer pour l'équipe de Chambly dans la Ligue fédérale. Et là, il va avoir la chance de gérer Paul Calvert, qui est à ce moment-là un adolescent là, qui va avoir une belle carrière devant lui. Je n'ai pas plus de détails que ça, mais évidemment, on peut penser que Calvert a donné quelques conseils comme au lanceur Calvert pour l'aider à progresser. En 1938, Calvert va faire le saut dans la Ligue provinciale. Il va probablement devenir le meilleur prospect issu de la province. Peut-être que la province n'avait jamais connu à cette époque-là. Et donc, je ne veux pas inventer, je ne sais pas trop, mais c'est possible que Calvert ait eu un rôle comme ça. C'est lui qui l'a géré dans la Ligue fédérale en 1936 et 37. Durant la guerre, on va le retrouver dans la Ligue Star, donc un petit peu niveau un peu plus bas, avec le Saint-Clément de la Ligue Saint-Jean. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Saint-Jean, il va gagner le championnat de l'Est du Canada amateur en 1944. Et dans le match final contre une équipe de Hull, à 52 ans, il va lancer un match complet pour mener son équipe à une victoire, un gain de 3-1. Et il va faire un retour dans la Ligue provinciale qui renaît en 1946 avec Saint-Jean. Mais là, je pense que rapidement, on va se rendre compte que lui est plus de taille comme joueur. Là. Il est rendu dans la cinquantaine avancée. Donc, il va prendre sa retraite comme joueur ensuite. Quoi qu'il va lancer encore un petit peu des matchs plutôt amateurs là, avec son ami Chick Bowden, qui est un autre Afro-Américain qui est arrivé avec lui à peu près en même temps, qui gérait une équipe à Louisville, je crois. Donc, à l'occasion, on va lancer avec lui jusque au milieu des années 50. So, one of the interesting things is that in that era in Montreal or in Quebec, there's Chappie Johnson, which is an African-American promoter, who's going to sponsor a team in Quebec from the late 1920s up to 1937, where in 36 and 37, he has the Black Panthers team, which is in the provincial league. So this is the team for which Charlie is going to come back after a short period of inactivity. He's going to come back with Chappie's team in 1934. And Chappie's going to give him the manager position with the Black Panthers in 1936. That's not going to last long, though. He's going to move quickly to Chambly in the Federal League. So that's the semi-pro league in south of Montreal. Interestingly, there he's going to have the opportunity to manage Paul Calvert, which is going to have a relatively long major league career in the 1940s. Calvert is a teenager at that time. And in 1938, he's going to jump to the provincial league and become probably the best prospect that the province has known at that time. I'd like to tell you more. Unfortunately, I don't have details, but we can imagine that probably Charlie kind of gave some pitching tips to Paul Calvert at that time. And now, did he help? I guess so, but I don't have any proofs of that. But it's interesting to know that he did manage Paul Calvert at that time. So Charlie would move during the war to a league called the Star League, mostly based around Montreal.
So he pitched mostly for the Saint Clement, and then he moved to Saint Jean on the South Shore around 1944. And with that team, he won the Eastern Canada Amateur Championship in 1944. And he pitched the finals of that game. He's then 52 years old, pitched a complete game and beat the Hull team 3-1. He's going to make a very short comeback in the Provincial League in 1946. The Provincial League is basically disbanded during the war, starting very slowly to get more serious in 1946, 1947. So Saint-Jean is going to join that league in 1946. He's going to be manager for the first few months, but I think he realized that the level was a bit too high for his age, right? He's in his mid-50s at that point. So that's going to be the end of his, mostly of his playing career à la moment. Donc ensuite, il va faire la transition avec la nouvelle Ligue Montréal-Royal Junior. Il va prendre la gérance du club Ville-Marie. Il va remporter le championnat de la Ligue en 1949. Et aussi, à cette époque-là, il va avoir à chaque année un match ou une série aller-retour entre les meilleurs juniors de Montréal et ceux de Brooklyn. Et Charlie va être nommé pour diriger l'équipe montréalaise en 1950 et en 1957. Et donc, dans ces années-là, il va avoir l'occasion de diriger plusieurs bons joueurs, notamment donc, Raymond Davio, Georges Carpentier, qui a une carrière aussi dans le baseball organisé, Claude Brodeur, etc. Donc, l'équipe, Charlie va être reconnu comme étant un des bons gérants de cette ligue-là et l'équipe va être une menace dans la plupart de ces années-là. Donc, ici, on a une photo de lui qui est honoré pour le championnat de 1940. So, in 1948, Charlie transitions to junior manager with the new Montreal Royal Junior League. He's going to manage the Ville-Marie team. He's going to lead them to the championship in 1949. Also, in that era, there's home and away series for the best juniors from Montreal and Brooklyn. And he's going to name the manager of the Montreal team in both 1950 and 1957. And over that era, his team is going to be one of the top. He's going to have a dangerous team basically every year. He's going to manage some good players like Raymond Davio, which has a major league career. Georges Carpentier did pitch and organize baseball, and Claude Brodeur and so on. So there's some nice players that did get to play for him. And this is a picture of him being honored for the 1949 championship. There's a Montreal Canadiens player, I forget his name now, but that's basically who's on the picture. Donc, maintenant, je vérifie à quelle heure on est. Donc, il me reste encore un peu de temps. Go ahead. Yeah. So, I want to talk about je vais parler de ses origines. Donc, de façon intéressante, Charlie Culver était déjà dans la base de données CMEDS des Negro Leagues. Donc, on avait une date de naissance très précise pour lui, le 17 novembre 1892 à Buffalo. Et on avait qu'il avait joué pour diverses équipes de 1916 à 1920, essentiellement autour de New York et Philadelphie. Et en particulier pour les Pennsylvania ou Penn Station Red Caps. Mentionner pourquoi c'est important cette équipe-là, c'est que voici, c'est la carte d'enregistrement pour la Première Guerre mondiale. Donc, c'est là-dessus qu'on a cette date de novembre 1892. Donc, et là-dessus, Charlie indique qu'il est né à Buffalo. Et on a aussi le fait qu'il est station porter pour le Pennsylvania Railroad à New York. Donc, station porter, c'est le bagagiste. Et donc, c'est l'uniforme rouge avec la casquette. Et donc, les Pennsylvania Red Caps, c'est l'équipe composée des bagagistes afro-américains employés de Pennsylvania Station. Donc, c'est une équipe qui est bien connue et c'est comme ça que les gens du CMEDS Database sont certains que c'est la bonne personne, car les joueurs de baseball de cette équipe-là étaient aussi des employés
de la station de train. So in the CMED's Neighbor Leagues database, I was kind of surprised to see that first his name was there, but there's also a very precise date of birth of November 17, 1892 in Buffalo. And they indicated that he had played for various Negro League teams, or Negro teams. There's no league at that time, between 1960 and 1920, teams based around New York City and Philadelphia. But more importantly, they mentioned that he had played for the Pennsylvania Redcaps, or the Penn Station Redcaps. And this is important because of this. So this is a registration card from World War I. And on this, there's the date of November 17, 1882, but also that question 7, he lists his occupation as station porter for the Pennsylvania Railroad in New York City. So the Pennsylvania Redcaps was actually a team of porters, African-American porters, employed by at Penn Station. So it was a well-known Negro League team at that time. So that's how people from the database are sure that this is exactly the guy that played baseball, because the baseball team was composed of players, of employees of the Penn Station. So they know exactly that this is the right person. So you can also see the signature. That's going to come back, because we're going to see exactly the same signature in some Quebec documents. Sorry, I didn't mean to do that. So let me go back to full screen. Donc, sur le sujet des origines, donc, capable d'identifier son père comme étant Joseph Edwin Culver, qui est un blanc, un fils de médecin aussi, détective privé, donc pour la firme Pinkerton, donc il va voyager beaucoup, incluant, donc il y en a des documents familiaux qui indiquent qu'il se promenait essentiellement entre New York et Buffalo. Donc c'est important parce qu'on sait que Charlie est né à Buffalo. La mère est inconnue. On va le retrouver avec Joseph et son épouse éventuelle au recensement de 1920-1910. Et là, il y a un peu de confusion. Il va être listé soit comme blanc, soit comme noir, comme fils ou beau-fils de Joseph. Mon opinion personnelle ici, c'est qu'essentiellement, on essayait de cacher une situation potentiellement scandaleuse pour l'époque. Donc, il y a un peu de flou là, qui est sur son identité à cette époque-là. So, going into the records, we're kind of able to identify his father as Joseph Edwin Culver, which is white, is the son of a doctor. Himself is like a private detective, works for the Pinkerton company. In the family documents, it's mentioned that he travels a lot because of his job, and in particular, he goes often to Buffalo, and this is important because this is where Charlie is born. Unfortunately, I wasn't able to find a mother. Joseph is with a wife, white wife, after that in the 1900 and 1910 census. And there's some ambiguity. It's sometimes listed as black or white, or as the son or the son-in-law of Joseph. So it's not exactly clear what's happening there, but it lists as the same birth date. So I'm sure it's the right person. My personal guess here is that basically we were trying to hide a potentially scandalous situation here with a out of wedlock son, so that's why there's kind of a weird information going on with the census. Donc ensuite, on va le retrouver à Montréal dans les années 20, évidemment, pas seulement comme joueur de baseball, mais aussi dans des archives plus généalogiques. Donc au début des années 20, il va épouser Paula Saint-Arnaud, qui est une veuve qui a un jeune garçon, Gérard. Gérard va prendre le nom de Calvert. Ils vont avoir ensemble donc Paula et Charlie vont avoir ensemble un fils, Joseph, en 1924, et une fille, Dolores, en 1927. Là, quand je vous parlais des problèmes personnels, ben, c'est qu'il y a un peu une tragédie. Là, donc,
Paula va mourir de la fièvre typhoïde en 1930. Donc, elle va laisser Charlie avec 3 enfants en relativement bas âge. Et pour compliquer la situation, la famille de Paula n'était pas d'accord avec le fait qu'elle épouse un Noir. Donc, elle avait été reniée par sa famille. Donc, je pense que là, Charlie s'est retrouvé essentiellement sans aide. Et malheureusement, au cours des années suivantes, il va trouver des documents comme quoi il a donné ses enfants d'adoption. Et Gérard va être laissé plutôt à lui-même il y a peut-être une douzaine d'années à l'époque. Donc, c'est malheureusement la situation dans laquelle Charlie se retrouve suite au décès de son épouse. So we find Charlie in Montreal in the 1920s, not just on the baseball field, but also in the genealogical records. He's going to wed a local girls in the early 1920s, Paula Saint-Arnaud. She's a widow. She has a young son, Gérard, from a previous marriage. So Gérard is going to be sort of adopted by Charlie. He's going to take his name. Charlie and Paula are going to have two kids together, a son, Joseph, in 1924, and a daughter, Dolores, in 1927. Unfortunately, that's where the story gets a bit more tragic. So Paula is going to die from typhoid in 1930, and she's going to leave Charlie with 3 young kids. And to complicate things further, Paula's family did not take well that she married a black man, so they stopped talking to her and everything like that. So basically, I think Charlie found himself with no resources at all in Montreal with 3 kids. And eventually, we found documents that Joseph and Dolores were given up for adoption a few years later. And Gérard was kind of left to fend for himself and about 12 years old. So not an ideal situation, but seems to be why the baseball career was halted, and for good reasons at that time. So here we have, this is the act when Paula dies in 1930. So on the left, you can see the signature from Charlie Culver, which is the same as the one we saw from the World War I registration card in New York City. Donc, voici l'acte de décès de l'épouse de Charlie Culver en 1930. Donc, à la gauche, vous voyez la signature qui est la même que celle qu'on a vue sur la carte d'enregistrement durant la guerre. Le témoin, c'est John Miron. Là, je me suis posé la question si ce n'était pas le fameux joueur de baseball Bébé Miron, là, mais ça, c'est à vérifier. Je ne sais pas exactement si c'est la même personne. Donc, d'autres informations personnelles. Donc, ensuite, j'ai mentionné les enfants d'adoption. On va le retrouver dans les recensements et tout ça. Il va travailler pour la Canadian Vickers. Éventuellement, il va devenir contremaître. Je n'ai pas la date, mais il va se remarier avant les années 50 avec une autre Montréalaise, Marie-Jeanne Martel. Et finalement, il va décéder à Montréal le 4 janvier 1970. So I've mentioned the kids that were abandoned, but other information that I could find from him, he was an employee for the Canadian Vickers factory for most of the 30s and 40s. He eventually raised as a foreman. I don't have a date, but he also had a second marriage with a local woman, Marie-Jeanne Martel, and passed away in Montreal in January 1970. So, je vais compléter avec quelques citations que j'ai trouvées au sujet de Charlie. Donc, Oscar Major qui parle en 1958, qui me disait qu'il possédait toutes les qualités nécessaires pour briller dans les ligues majeures. Denis Brodeur qui disait qu'il était respecté de tous les joueurs. Donc, Denis Brodeur qui a joué pour lui dans le junior. À son décès, ce qu'on mentionne, c'est que depuis longtemps, les plus anciens parmi les experts du baseball nous disaient que Charlie Culver avait probablement été le meilleur joueur d'arrêt-court qu'on ait vu jouer au Canada. On disait Charlie aurait certainement évolué dans les majeurs s'il n'avait pas eu du sang noir dans les veines. Le plus brillant joueur de couleur qui soit jamais passé à Montréal, l'idole des fans du quartier Hochelaga. Et puis récemment, après qu'il y a eu un article publié dans la presse au sujet de Charlie au début mars, j'ai eu la chance de parler avec René Giroux qui a joué pour lui dans les années 50
Puis il me disait qu'il avait été considéré privilégié d'avoir joué pour M. Calvert, d'avoir bénéficié de son expérience et de son influence. So briefly in English, a few citations that I found in the newspapers. So Oscar Major, which is played with him in the Eastern Canada League, actually, mentioned that he had all of the qualities necessary to play in the big leagues. Denis Brodeur, who played for him in the juniors, said he was respected by all of his players. This is in his obituary, if you want. He's mentioning that for a long time, baseball experts says that Charlie Culver was probably the best shortstop to ever play in Canada, that he would have for sure played in the major leagues if he didn't have Negro blood, if I can translate here. So here, another mention that when he signed in 1927 for Team Montreal, that he was the most brilliant colored player to ever come through Montreal. And finally, recently I had the chance to talk with René Giroux, who played for him in the 1950s. And he told me that he felt privileged to have played for Mr. Culver, and to take advantage of all of his experience and his influence at that time. Donc, essentiellement, il y a l'article que j'ai écrit sur Charlie Culver qui devrait paraître dans le Baseball Research Journal. Normalement, c'était prévu pour le printemps. Là, ils ont un petit peu de retard avec tout ce qui se passe dans le monde, donc ça devrait... J'ai eu les épreuves il y a 2 jours, donc ça devrait paraître maintenant, on l'annonce comme Summer Edition, donc ça devrait être dans les prochaines semaines. Je devrais mettre une version française du titre et un peu plus d'informations supplémentaires sur mon blog, que vous avez l'adresse ici. Et j'ai récemment soumis sa candidature au Temple de la renommée du baseball québécois, donc j'espère avoir des nouvelles là-dessus rapidement. So quickly, in English, the article summarizing his stay in the Eastern Canada League is going to appear in the Baseball Research Journal. I've just received the prints 2 days ago. It's running late with all that's going on these days. So what was supposed to be a spring edition is now supposed to be the summer edition. So it should be out in a few weeks. My plan, if I'm allowed to, is to publish a French version on my blog with some additional details on his career in Quebec. And I've recently submitted the candidacy of Charlie to the Quebec Baseball Hall of Fame. So hopefully we'll get some news from that soon. And that completes the presentation. Merci, Christian. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Any questions, anyone? J'en aurais une. Même j'en aurais plus qu'une. Au début, tu dis qu'il jouait dans les 2 ligues en même temps. Est-ce qu'il y a un règlement qui l'empêchait de jouer dans 2 ligues différentes? Donc, tu veux dire au début avec Saint-Hyacinthe et Montréal, quand il a joué à Montréal, là, est-ce qu'il y a un règlement qui l'empêchait de jouer dans 2 ligues différentes si les matchs ne concordaient pas? Là? Donc, Saint-Hyacinthe n'était pas vraiment dans une ligue. Hein. C'était une équipe qui allait avec des défis contre les équipes environnantes. Okay. Il n'était pas dans une ligue vraiment officielle, donc il n'y avait pas de règlement là-dessus. Mais clairement, on a vu que Saint-Hyacinthe voulait s'assurer que leur contrat soit respecté avec cette menace dans les journaux. Est-ce qu'il y avait un aspect légal là-dessus? Est-ce qu'il aurait gagné? Je ne sais pas. Mais clairement, il n'était pas d'accord à ce que Charlie participe aux 2 en même temps. L'Eastern Canada League jouait essentiellement tous les jours. Saint-Hyacinthe seulement le week-end. J'imagine qu'il aurait pu avoir une espèce de partage, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, essentiellement, la période de 6 jours où Charlie a joué avec Montréal, c'était avant que Saint-Hyacinthe débute ses activités. Donc, peut-être qu'on a dit, tu peux y aller avant de commencer, mais une fois que notre saison débute, on ne veut plus que tu joues là. C'est certainement pas le seul joueur qui a joué dans 2 et 3 équipes en même temps. Effectivement, c'était assez courant. Mais souvent, les joueurs aussi, pour avoir une paye de plus, on pouvait changer son nom et tout ça pour contourner les règlements. Évidemment, pour Charlie, c'était peut-être un peu plus difficile de passer inaperçu, mais clairement, ça ne s'est pas fait là, parce qu'il a complètement disparu après ces 6 matchs-là.
Christian, dans la plupart des documents, on voit son nom comme Calvert, mais sauf sur son enregistrement, c'est Culver. Oui, j'ai pas une bonne explication pour ça. Il y a un article de 1938 où on va clairement dire que c'est la même personne qui a changé son nom. J'ai pas d'explication claire pourquoi il a changé son nom, parce que c'est essentiellement la presse francophone qui va utiliser Calvert avec ERT. Et vers la fin des années 50, on va plutôt être revenu à Culver avec un U. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. Je sais que peut-être que maybe Jody, you can talk about this because I think your great-grandfather took the Calvert name with the A because we were discussing the name with the, the U or the A. Yeah. Can you hear me? Yeah. Oh, good, good. Yeah. Yeah, all I could say for explanation would be that, you know, in times past, people were a little bit more fluid with the spelling of names. You know, we didn't, people didn't hold to it as strictly as today. So in old records, you'll often see family names change or take on different spellings at different times. You know, I know with other relatives of that era, you know, you might see a surname spelt 2 or 3 different ways in different documents of the time. So I think probably somewhere along the way, it just got changed to Calvert, and he started to use that spelling, the ERT spelling. Une autre explication possible aussi, c'est que j'ai l'impression que Charlie lui-même utilisait avec un U, mais peut-être que dans les registraires, quand on a passé devant des prêtres francophones, peut-être que c'est là que ça s'est perdu. Et d'ailleurs, le nom Calvert, on a vu Paul Calvert que j'ai mentionné dans la présentation, c'est un nom montréalais assez fréquent. Donc, c'est possible qu'il y ait un changement. J'ai mentionné aussi peut-être qu'il y a un aspect culturel. Là. Donc, Culver avec un U, là, on a Cuvert. Est-ce qu'on a voulu changer de nom parce que ça sonnait un peu trop drôle aux oreilles francophones? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de bonnes explications là-dessus. Mais c'est garanti que c'est la même personne. Christian, you forgot to say something. That when Babe Ruth came to Montreal on a barnstorming trip in 1926, that Culver pitched against him. Oh. Wow. I did not know that, actually. So You did not know that? No, Did I tell you? No? That. I'm not sure if Babe Ruth played against the Huntsick team in 1926, right? Right. So Culver pitched for Huntsick on that season, if I remember correctly. That's something that should be checked for sure. Yeah, go check that. I thought I told you about it. Didn't I tell you? Je savais de la visite, mais je pense que je n'avais pas connecté les deux événements ensemble. Donc, Okay. Well, you pitched against him. I'm not sure if he won or he lost, you know, but that's kind of a good thing to say, right? Are you happy to know that, Jody? Yeah, that's amazing. And, you know, Babe Ruth in 1926, he was the best guy ever, you know? Absolutely. That's not Babe Ruth in 1937 now. Donc, Alexandre a un article sur la visite de Babe Ruth récemment dans la presse. Donc, lui, c'est en 28, par contre, quand il était. Ouais, c'est en 26, c'est ça, c'est exactement, c'est là. C'est en 26 au Parc Guibault. Parce qu'en 28, il avait joué au Stade de Lormier. Donc, 26, c'est la visite avec Lou Gehrig ou? Non, Lou Gehrig, c'est en 28. OK. Quand ils sont venus au Stade de Lormier. Donc, je vais essayer de vérifier s'il a joué. Évidemment, il y a aussi plusieurs rumeurs sur Babe Ruth qui a du sang afro-américain aussi. Donc, en tout cas, il était catholique. Et puis, oui. il y a un prêtre canadien-français ou acadien qui a enseigné à Baltimore. Je pense que c'est Brother Matthias, c'est ça, hein? Il venait de la Nouvelle-Écosse. Oui, exactement ça. C'est un acadien, c'est ça? Oui. Quand je suis allé à Halifax l'année passée, il y a une plaque dans un terrain qui est rendu maintenant un terrain de soccer de l'équipe d'Halifax. C'est marqué que Babe Ruth a passé là, puis il a joué des matchs parce qu'il allait pêcher avec Brother Matthias à Halifax les étés. Good. Donc, d'autres questions? Other questions for Christian? Oui, juste une petite précision. Jody? Well, first of all, I want to thank you for this presentation because it was very informative, and I think you
have brought to life an important part of history that would be lost. So I thank you for all this work. You showed the registration card that was signed in 1916 when he was playing for the Pennsylvania Redcaps. And it's interesting that it shows he had a wife as a dependent. And in 1916, he certainly was not married to Paula Saint-Arnaud. She was, she was married to her first husband. So I wonder if he had a first wife in America. Paula Saint-Arnaud was his second wife, and then Jeanne Martel was his third wife, perhaps. No, that seems like it. Although I guess, I mean, every reason was good to not go to war, I guess. So yeah. So, but I found unfortunately nothing about that first wife. We don't have even a first name or anything in that record. So yeah, I don't have more. Did he? Maybe it's a reason also why he came to Montreal, just to dodge the draft. To dodge a wife. Yeah, maybe. Find a nice French girl. Yeah. D'autres questions? Oui, Christian, tu mentionnes, c'est Denis Brodeur ou c'est Claude Brodeur qui a joué pour lui? Tu mentionnes les deux noms dans ta présentation. Déjà blanc, c'est le père de Martin Brodeur, donc ça devrait être Denis. Le frère ou le père? Le père. Le père, donc c'est Denis. Oui, donc je pense que je dois être planté en faisant la présentation. Oui. Merci. Corrigé. OK. Vous savez que Philippe, c'est notre secrétaire. Hein? Philippe is our secretary, so he notices all these little mistakes, you know. Merci. Non, mais je veux mettre un petit article dans l'encyclopédie aussi de Sabre. Encyclopédie en ligne. Philippe s'occupe de ça aussi. Donc, d'autres questions? Any more questions? Jacques veut parler, mais je crois que c'était sur mute. C'est sur mute, Jacques. Oh. Il ne parle pas encore, là? Non. Oops. Can you hear me now? What? Oh, I do. Yeah, we can. Yes. oh, good. Hey, Jack. Yeah, I just wanted to say thank you for the presentation. I thought it was fabulous. I thought it's a part of history that seems to have disappeared, and just Christian has brought it back to us, and I think that's wonderful. Yeah. It's amazing how many things in history have become hidden, and it just takes a researcher like Christian or other people to bring these forward, and I really appreciate it, because I've done a lot of research for other historical stuff, and it's I know how much work it is, and then to refine it and to present it is it's a work of love. Je pense que je suis revenu, là. Voilà, Jean. Vous m'entendez, là? Oui, on t'entend, Jean. Oui. OK. Non, moi aussi, j'avais relevé le petit lapsus entre Claude Brodeur Claude et Denis. et Claude qui a joué pour les Expos, mais c'était le fils de Denis. Et Denis avait été un excellent joueur de baseball lorsqu'il était plus jeune. Mais Christian, ça a été une superbe présentation. Et je vais dire une chose, c'était exhaustif. C'était vraiment intéressant. Merci. Je vais juste mentionner, just to come to Jack's question too, it was a surprise to me actually that this kind of went completely under the radar even at that time. The fact that an Afro-American played in organized baseball. And in fact, I mean, I'm sure there were some journalists that covered Jackie Robinson in 1946 that knew about the Eastern Canada League in 1922. Somehow this has never, the connection has never been made. And in fact, I mean, this was a new league, right? And in a sense, the margin between the Eastern Canada League and the previous semi-pro league maybe was not that high.
I even doubt a bit that even Charlie knew about the significance of this week in the Eastern Canada League, because I mean, there was no publicity, it made zero noise. And there was no mention. It seems like everybody had forgotten about these 6 games in organized baseball. So it was rediscovered, and it's great it has been rediscovered. It's kind of a surprise that everybody had forgotten about this, to be honest. Mais la question est que la Ligue de Canada de l'Est, en 1922, est-ce que vraiment c'était affilié? Et ça, c'est la question que moi, je dois demander. C'est si c'était affilié. Et peut-être si il a réussi à jouer 6 matchs, est-ce que quelqu'un a appris l'association des ligues mineures, puis quelqu'un a donné un coup de fil de dire qu'il ne pouvait plus jouer? C'est une possibilité si c'était une ligue affiliée. Mais même à ça, il a déjà joué 6 matchs. Alors, c'est... Oui. Donc, comme je l'ai mentionné dans la présentation, je n'ai pas de bonne réponse là-dessus. C'est clair que la Ligue était dans le baseball affilié, donc c'est apparu dans les guides à la fin de la saison et tout ça officiel. Les statistiques, par exemple, étaient sur Baseball Référence déjà. Culver apparaissait sans prénom. Depuis que j'ai commencé à jouer avec ça, donc en parlant avec les gens de CMEDS et tout ça, ils ont déjà fait la connexion. Donc maintenant, si vous cherchez Charlie Culver dans Baseball Reference, le lien maintenant a été fait. On a ces statistiques à la fois des Negro Leagues et dans la Eastern Canada League. Mais c'est nouveau. Avant, ça apparaissait juste Culver. Il apparaissait comme un less than, donc seulement avec ses 6 matchs dans la Ligue en 1922. D'ailleurs, pour terminer cette Ligue-là, la Ligue a existé aussi en 1923. En 1924, on a ajouté 2 équipes au Vermont. C'est devenu la Quebec-Ontario-Vermont League, classe B, donc de 1922 à 1924. Dans le baseball organisé, ça, c'est clairement établi. Mais dans les toutes premières semaines, je pense que c'était un peu normal que les gens n'étaient pas trop sûrs du niveau de cette ligue-là. C'était vraiment réel que cette ligue-là était de niveau B. Et reconnu. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Any more questions? Ça n'a pas l'air, mon Christian. Bon, ben... Alors, je te remercie. Thank you, Christian. Great presentation, une très belle présentation. C'est notre premier meeting Zoom à Sabre Québec. Je pense que ça a été réussi. Comme vous voyez, au Québec, on ne fait pas les choses à moitié. Excellent. Et en même temps, Christian, je te souhaite bon retour parmi nous. Christian nous avait quittés en tant que membre depuis plusieurs années, mais il est revenu encore. Là, et puis, on est content de t'avoir parmi nous. Ben, je dois dire qu'une des raisons principales pourquoi j'avais laissé mon abonnement, je pense que les rencontres, c'était ce quoi je profitais le plus. Depuis que je suis en Ontario, disons que c'était pas mal plus difficile. Je dois avouer que je me suis réabonné surtout pour pouvoir soumettre l'article au Baseball Research Journal. Mais ça donne bien aussi, en tant que confinement, j'ai plus de temps pour aller fouiller dans toutes les choses de Sabre. Donc, ça donne bien. C'est super, ça. On va essayer de faire d'autres meetings comme ça, Zoom, d'ici la fin de l'année. On ne sait pas quand on va pouvoir se rencontrer encore à nouveau de face à face au restaurant. Certainement qu'il n'y aura pas de partie à Québec au mois d'août, j'imagine. Ça va être très difficile, en tout cas, s'il y en a une. Alors, on va essayer de faire ça peut-être tous les mois, quelque chose du genre, là, essayer de se parler, garder contact et continuer à se parler comme on fait d'habitude. Si ça ne vous dérange pas trop. Ouais. Donc, si les gens ils ont des objections, vous me les signifierez par courriel, mais on va essayer de planifier ça assez régulièrement d'ici à la fin de l'année. Ça se fait très bien. On n'est pas obligé de parler toujours 1 heure, peut-être bien une demi-heure, 40 minutes, là, parler des trucs, des sujets qu'on est en train d'étudier, puis des choses qui se passent dans l'actualité aussi. Là. Juste pour garder contact entre membres, mais ça se fait très bien, Zoom, comme vous voyez. Là, ça a très bien été aujourd'hui. Sinon, Patrick, avec l'allègement du déconfinement, là, là, dans le moment, on a le droit à 10 personnes. Dans l'autre c'est 10 personnes de 3 familles différentes. Exactement. Mais si on oublie les 3 familles différentes, pour être 10,
On peut se réunir, je ne sais pas, moi, chez moi, sur le patio, ben, Dans un parc ou n'importe où, je veux dire. C'est ça, ouais. Ça pourrait être très intéressant, ça aussi. Changer c'est de décor un petit peu. Oui, c'est ça. Une journée, mettons, tu sais, on prévoit une journée qui fait beau, mettons, une fin de semaine, un samedi, là, tu sais, 2 jours, 3 jours à l'avance, on voit qu'il va faire beau. À ce moment-là, on peut se rencontrer même dans un parc à quelque part, là, tu sais. Exactement. On garde notre distanciation. Puis tu disais tout à l'heure, le cas des 3 familles, ça ne nous implique pas trop parce qu'on fait tous partie de la même famille de Sabre Québec. Et aussi, en terminant, je pense que vous êtes au courant que la cérémonie de mon introduction au Temple de la renommée du baseball canadien a été reportée. C'était censé avoir lieu au mois de juin. Et là, présentement, on parle du 11, 12 et 13 septembre, mais il n'y a rien de coulé dans le ciment. C'est ça. Si jamais il n'y a pas de deuxième vague, on pourra y aller. On l'espère. On l'espère aussi. Je l'espère pour toi. En tout cas, félicitations. Je sais qu'on ne t'avait pas félicité l'autre jour parce que la nouvelle est tombée peu de temps après notre dernière rencontre au mois de janvier. J'étais au courant, mais je ne pouvais pas vous en parler. Je sais, et tu m'en as parlé par après. Tu disais que tu étais rouge de nous le dire. Là. C'est ça, hein? Mais félicitations, Jacques. Écoute, c'est un autre bel honneur pour toi. Tu couronnes un autre jalon à ta carrière. Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Ça fait que, c'est ça, merci Jack de lui. c'est un grand ami à nous. Tu sais que Jacques, il était avec nous depuis le début à Sabre Québec. Oui. Donc, est-ce qu'on termine le meeting? Oui. Merci beaucoup, les amis. Est-ce que je peux donner un commentaire? Go ahead. Vas-y. J'ai jamais été sur Zoom avant cette période de COVID. Ouais. Et maintenant, je suis sur Zoom plusieurs fois par semaine pour les affaires. Et je trouve que c'est un peu drôle de voir les figures de tout le monde. Ça de l'émission Muppets. Oui, c'est ça. C'est ça. Avec tous les gens qui parlent partout. C'est ça. Et tu sais, Jack, le meilleur des Muppets, c'est Robert Duval. Ah, OK, parfait. Moi, je n'ai pas triché, mais c'est pas fait. Je pensais qu'il était le maire des Muppets. Comme le maire d'une ville. Mais la maire de la ville Muppet. C'est ça. Je suis président de Sabre Québec et Robert est le maire de notre ville. Oui. Alors, surveillez les nouvelles par courriel. Je vous enverrai d'autres convocations. Parfait. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Je vois que tous les membres de Sabre Québec, jusqu'à date, en tout cas, là, ils ont l'air à se bien porter. Donc, souhaitons-nous la même chose pour les mois qui s'en viennent. Parfait. Oui, merci. Parfait, les amis. Merci, Patrick. Merci, Patrick. Salut. Robert, je te suis sur Facebook. Bye-bye. Take care, everyone. Stay safe. Yeah, you too.